Nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Nous sommes également en direct avec vous, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par le dossier évidemment brûlant de la semaine pour l'exécutif français. C'est la crise en Nouvelle-Calédonie. L'archipel connaît depuis une semaine des émeutes, des violences qui sont vraiment qui n'avaient pas été vues, en tout cas pas de cette ampleur depuis les années 80. D'abord Benjamin Morel, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles fautes ont pu être commises par Emmanuel Macron et son gouvernement pour que la situation dégénère à ce point? Alors, je dirais qu'il y a 3 éléments au moins de réponse. D'abord, il y a un processus de décolonisation, parce qu'on parle bien de ça, y compris juridiquement, c'est reconnu par l'ONU et par la Cour européenne des droits de l'homme. On est dans le cadre d'un processus de décolonisation. Et le fait de geler un corps électoral, eh bien, s'entend historiquement, juridiquement, à condition que vous soyez dans ce type de processus. Processus qu'on reporte depuis 40 ans. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, eh bien, quand il faut réellement trancher, savoir si la Nouvelle-Calédonie reste dans la République ou est indépendante, eh bien, vous avez mis le couvercle sur la cocotte minute pendant 40 ans, mais les indépendantistes ne peuvent pas accepter de voir leur rêve s'envoler, d'où explosion. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pas une crise qui est imprédictible parce qu'elle date d'il y a longtemps. Le deuxième élément, eh bien, c'est que l'État a joué en Nouvelle-Calédonie un jeu qui n'était pas le jeu de la neutralité ces dernières années. On a parlé du dernier référendum, c'est peut-être discutable, mais en revanche, il est vrai qu'il y a de la propagande électorale qui a été envoyée et qui pesait beaucoup plus dans le sens du maintien dans le giron de la France que dans le sens de l'indépendance. On a également des éléments concernant la nomination de Sonia Backès, concernant l'actuel rapporteur qui était secrétaire d'État à la citoyenneté. L'actuel rapporteur à l'Assemblée, qui est un loyaliste, etc. Donc le rôle, je dirais, de monsieur loyal de l'État joué durant ces 40 dernières années, aujourd'hui est rompu, ce qui rompt la confiance. Le dernier élément, mais il faut voir qu'il faut sortir des accords de Nouméa pour les raisons que j'ai données. Donc il faut dégeler le corps électoral. Mais dégeler le corps électoral était un élément également de rentrer dans une forme de deal avec les indépendantistes qui peuvent éventuellement vouloir autre chose. Un référendum à terme, un nouveau référendum sur l'indépendance, des rééquilibrages au sein du Congrès de Nouvelle-Calédonie, la question économique qui évidemment est structurelle. Et donc à partir de là, dès le moment où vous n'avez pas d'avancée dans les négociations, le gouvernement s'est dit on va avancer au moins là-dessus, ça permettra de tenir des élections. Mais en faisant ça, vous privez les indépendantistes de la carte maîtresse qu'ils ont parce qu'ils savent qu'ils vont devoir céder, mais en échange de quoi? Et donc évidemment, ça explose. Et ce dont ont peur effectivement les indépendantistes, c'est de se retrouver presque en minorité, en tout cas sur le plan politique. Et ce qui a mis le feu aux poudres, on le rappelle quand même pour nos téléspectateurs, c'est ce projet de réforme constitutionnelle, un texte qui prévoit donc d'élargir le corps électoral, donc en gros de permettre à plus de personnes de participer aux élections. Arnaud Benedetti, pourquoi selon vous le gouvernement a choisi d'engager cette réforme maintenant? C'est vrai que beaucoup disent que la crise était prévisible. Pourquoi engager ce processus? À ce moment-là, on est à un peu plus de 3 semaines des élections européennes. En effet, la question de l'agenda pose manifestement problème. D'abord parce que, si vous voulez, le gouvernement considère que le troisième référendum donne quitus in fine à la volonté des néo-calédoniens de rester dans la République. Le problème, c'est que ce troisième référendum de 2021 a été boycotté, il faut le rappeler, par les indépendantistes qui considéraient qu'en raison de la crise Covid, les conditions d'organisation de ce référendum n'étaient pas optimales. Donc, si vous voulez, oui, la cause plus spécifiquement, les indépendantistes, pardon de vous couper, mais c'est important de le préciser, observaient à ce moment-là, on était effectivement en pleine crise Covid, voilà. Ils observaient un temps de deuil traditionnel, et c'est pour cette raison qu'ils avaient demandé le report du référendum qui a été rejeté par Paris. Exactement. Donc, si vous voulez, là, on est véritablement avec la cause originelle des problèmes auxquels aujourd'hui l'exécutif est confronté. Donc, cette accélération du calendrier, il faut bien se souvenir quand même que les accords à la fois de Nouméa, de Matignon en 88 et les accords ensuite de Matignon en 98 sont des accords qui reposent indéniablement sur une chirurgie très fine des relations entre communautés et sur l'idée que l'État doit rester
un arbitre, un arbitre impartial et neutre dans le processus de Et alors négociation. justement, sur ce point, Arnaud Benedetti, pardon de vous couper, mais vous dites que l'État doit rester neutre et impartial. Vous considérez que le président Emmanuel Macron, que son gouvernement est justement un petit peu sorti de ce rôle d'arbitre? C'est pas moi qui le considère, ce sont en tout cas les indépendantistes qui manifestement le considèrent puisqu'ils jugent que finalement une des parties prenantes, c'est-à-dire principalement ce que l'on appelle pour aller très vite les loyalistes, ont été avantagés depuis maintenant 2 ans, non seulement avec la tenue de ce référendum, avec la nomination de Mme Backès comme ministre du gouvernement des gouvernements de M. Macron, avec la nomination d'un rapporteur. Avec la nomination d'un rapporteur député loyaliste pour ce projet de loi constitutionnel de dégel du corps électoral. Ceci dit, il faut rappeler une chose, quand même. Les accords de Nouméa en 88, comme les accords de Matignon en 88, comme ceux de Nouméa, par exemple, en 98, prévoyaient de fait, quand même, à un moment donné, un dégel du corps électoral. Donc, si vous voulez, quand les indépendantistes disent et produisent une sorte de contre-récit en disant que l'esprit des accords de Matignon puis de Nouméa est il y a effectivement un problème d'interprétation. Il y a effectivement une différence d'interprétation des textes et de ces accords entre les deux camps. Je voudrais quand même qu'on avance sur la question de comment finalement l'exécutif va pouvoir sortir de cette crise. Benjamin Morel, le Premier ministre Gabriel Attal a réuni vendredi un conseil de crise interministériel pour se saisir de ce dossier. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas déjà sur place, Gabriel Attal? On l'avait vu aller tout de suite en première ligne à la rencontre des agriculteurs lorsque la colère du secteur agricole a éclaté. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tout de suite parti à la rencontre des indépendantistes calédoniens, Kanak? Alors il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que le dossier n'était pas à Matignon. Alors on en fait tout un pataquès en disant oui, c'est parce que c'était l'intérieur. En réalité, Matignon n'est pas sur ce dossier-là et Gabriel Attal y est assez peu familier. Gérald Darmanin y était depuis plus longtemps. Il est assez cohérent qu'il continue au moins sous la main à gérer le dossier. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui... Après, le confier à Gérald Darmanin, ça envoie peut-être un signal de Nouvelle-Calédonie, maintien de l'ordre. Oui, mais c'est vrai, mais si vous voulez, c'est l'image qui est envoyée. Après, les administrations, si vous voulez, elles continuent à suivre les dossiers. Et donc, il ne faut pas penser que parce que ça part à l'intérieur, on gère ça que du point de vue de l'ordre public. La preuve en est, c'est que avant que ça n'explose, il y avait un processus politique. On n'était pas dans la gestion de l'ordre public. Ensuite, il faut que cet ordre public soit géré. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois ? Comme les partis politiques ne voulaient pas perdre ce levier qui était le dégel du corps électoral. Parce qu'encore une fois, pour des raisons juridiques, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tenir d'élection en Nouvelle-Calédonie avec l'actuel corps électoral sans dégeler le corps électoral, sinon les élections sont annulées. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt 2005 Pi contre France, nous a dit attention, il faut dégeler à terme parce que sinon, vous ne pouvez pas abolir sine die le suffrage universel. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a une application de principes juridiques qui est en décalage total avec la réalité de la population. Non, parce qu'en fait, votre suffrage universel, il faut voir que ce n'est pas qu'une affaire de Caldoche et d'un côté de Kanak. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des petits-enfants de Kanak qui ne peuvent pas voter. Vous pouvez voter si vous étiez résident en 98 ou si vous êtes enfant de résident, pas petits-enfants. Donc on a gelé parce qu'on est dans un processus de décolonisation. On considère que le moment où on prend la décision du processus et le moment où on va faire le référendum d'autodétermination, le corps électoral ne doit pas bouger parce qu'encore une fois, dixit la CEDH, il ne faut pas donner voix à une colonisation de peuplement. Mais d'habitude, ce type de processus, ça dure quelques mois, quelques années. Pas 40 ans. Et donc c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas dégeler ce corps électoral. La question, et les indépendantistes en sont conscients, parce que les 10 ans glissants, c'était ce qui était prévu avant 2007, avant la réforme Chirac. Et le FLNKS avait dit, OK, pourquoi pas, il y a quelques années. Donc ils en sont conscients. La question, c'est qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Et pour finir de répondre à votre question, aujourd'hui, le fait que Gabriel Attal y aille ne servira à rien, tout bêtement parce que les partis ont perdu le contrôle de leur base. Et donc ne sont pas en capacité de négocier. Ils ont eux-mêmes perdu le contrôle du processus de négociation et du rapport de force. Il faut déjà rétablir l'ordre. Une fois que l'ordre sera rétabli, tout le monde pourra discuter et on pourra voir ce qu'on peut dealer.
Arnaud Benedetti, une question quand même sur la réponse du gouvernement qui, pour l'instant, est une réponse sécuritaire, il faut le dire. Le gouvernement a décidé d'envoyer 1 millier d'hommes supplémentaires pour prêter main forte aux 1700 forces de sécurité déjà sur place. Le gouvernement a aussi choisi de bloquer l'application mobile TikTok. C'est un choix dont on peut quand même s'étonner. C'est une pratique qu'on a plutôt tendance à voir dans certaines dictatures habituellement. Alors, deux choses. Il est évident que de toute façon, un gouvernement face à la situation qui est une situation émeutière à Nouméa ne peut pas faire autre chose que de vouloir rétablir l'ordre public. C'est le minimum qu'on peut demander à un État et un État républicain. Oui, mais est-ce que le blocage de TikTok peut vraiment changer la donne sur le terrain ? Ensuite, on voit très bien qu'aujourd'hui, alors en effet, ça peut poser des questions en termes de liberté publique, mais manifestement aujourd'hui, ce que l'on considère du côté du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, c'est que TikTok est un instrument qui permet aux émeutiers de pouvoir communiquer entre eux et bien évidemment de perturber le fonctionnement de l'ordre public. Mais Monsieur Benedetti, au même titre que WhatsApp, Facebook, Instagram, le téléphone en lui-même. C'est une décision qui appartient, j'allais dire, au gouvernement et au ministre de l'Intérieur. Manifestement, elle fait débat et elle pose, en tout cas, un certain nombre de questions en termes, encore une fois, de liberté publique. Mais je crois que c'est pas là l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est de savoir si aujourd'hui, concrètement, on est capable sur le terrain en Nouvelle-Calédonie de voir des forces politiques qui sont aujourd'hui opposées les unes aux autres, au même titre qu'elles étaient opposées entre 84 et 88, être en mesure de reprendre un processus de négociation et de convergence. Et il y a une situation qui est très différente de celle de 84-88. 84-88, d'ailleurs, je rappelle, et c'est un point important, que la plupart, j'allais dire, des affrontements ne se déroulaient pas à Nouméa, mais se déroulaient principalement dans la brousse. C'est là où les points, j'allais dire, de crispation étaient les plus aigus et les plus tendus. Là, on a une situation nouvelle. Ça se passe principalement à Nouméa, qui est quand même, faut-il le rappeler, une ville qui est plutôt, je veux dire, tenue par les Caldoches. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que la classe politique n'est plus la même. La classe politique de 84 et de 88, c'était une classe politique qui était, pour aller très vite globalement, scindée entre deux camps, les loyalistes et les indépendantistes, avec deux leaders qui étaient deux leaders charismatiques, M. Tjibaou d'un côté et de l'autre M. Jacques Lafleur. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons dans le rapport de force politique, qui est le rapport de force politique sur le terrain, notamment en Nouvelle-Calédonie, c'est que dans les deux camps, les divisions sont assez fortes. C'est-à-dire que vous n'avez plus une figure tant soit peu fédératrice qui permet, d'une certaine manière, d'aller vers une convergence et de faire en sorte que les parties prenantes se retrouvent finalement, même malgré les difficultés, les tensions, les violences, se retrouvent autour d'une table. Donc, il y a aussi ce sujet-là, qui est un vrai sujet, c'est que aujourd'hui, le champ politique néo-calédonien est un champ politique certainement beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était entre 84 et 88. Et je n'en veux que pour preuve, c'est que les responsables du FLNKS ont alerté les pouvoirs publics depuis très longtemps sur leur incapacité à pouvoir tenir un certain nombre de jeunes sur le terrain. Ces alertes avaient été envoyées au gouvernement et ils n'ont pas été entendus. Et la situation semble effectivement difficile à contrôler. En tout cas, l'État français est en train de reprendre le contrôle. Benjamin Morel, sur le plan politique, quelles sont aujourd'hui les options qui sont sur la table pour le gouvernement ? Est-ce qu'il va devoir renoncer, abandonner ce projet de réforme constitutionnelle ? Encore une fois, c'est quand même ce que réclament les représentants politiques aujourd'hui de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Est-ce que c'est des pressions qui peuvent justement pousser le gouvernement à abandonner ? Quels sont les problèmes de calendrier ? Le Conseil d'État a dit au gouvernement, il faut que vous teniez des élections de manière régulière, parce que s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Le dernier carat pour tenir les élections, c'est 2025. Et encore une fois, pour des raisons là aussi juridiques, politiques, philosophiques, il faut rétablir une forme de suffrage universel minimum, donc dégeler le corps électoral. Donc la réforme aura lieu, quoi qu'il arrive, sinon on ne peut plus avoir d'élection en Nouvelle-Calédonie. Il y aura un dégel du corps électoral, ça c'est une certitude absolue. Mais peut-être pas tout de suite. On peut le reporter de quelques mois.
mais guère plus en réalité. La question c'est est-ce qu'il peut y avoir un accord politique avant? Parce que le gouvernement, quelle était la position du gouvernement? Il ne se passe rien de 2021 à 2023 dans les négociations pour les raisons qu'a donné Arnaud, c'est-à-dire que les deux camps sont très divisés. C'est même pas les bisbilles entre loyalistes et indépendantistes qui fait que ça n'avance pas. C'est les bisbilles internes à chaque camp. Le gouvernement dit si j'avance là-dessus, eh bien je vais les forcer à négocier. Ça marche donc pendant quelques mois. Et puis ensuite, ça s'effondre. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut retirer ou mettre au frigidaire temporairement ce projet de loi pour avoir un accord global? Les Kanaks ne veulent notamment pas d'une reconfiguration du Congrès de Nouvelle-Calédonie où ils sont surreprésentés. Il y a la question économique, il y a évidemment la question d'un nouveau référendum. Vous avez vu que certains partis politiques avaient bougé. Alors cette question du nouveau référendum, elle est posée, il nous reste, j'accélère un peu, il nous reste qu'une quarantaine de secondes. Elle est justement, c'est une proposition de Marine Le Pen, réorganiser un nouveau référendum dans une quarantaine d'années. Arnaud Benedetti, c'est quand même un changement de ligne assez spectaculaire de la part du Rassemblement national. Oui, par rapport aux positions historiques de ce qu'était le Front National sur la question néo-calédonienne, en effet, il s'agit d'un ajournementé assez significatif, qui est surprenant, mais moyennement surprenant au regard de ce que l'on sait de l'actualité de Marine Le Pen sur le dossier néo-calédonien ces 2 derniers mois. Elle a reçu l'ensemble des élus, à la fois loyalistes, mais aussi indépendantistes, et elle a été manifestement assez frappée par le fait que les leaders indépendantistes lui ont signifié le message justement qu'aujourd'hui ils avaient beaucoup de mal à tenir leur base et à tenir leurs jeunes. Et donc elle acte vraisemblablement cette réalité de terrain qui n'est pas sans poser problème à l'intérieur du Rassemblement national, vraisemblablement aussi. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci à vous également. Merci à vous. Benjamin Morel, et à bientôt sur le plateau du 64 minutes.